Bonjour, Naples Fantastique, en collaboration avec l'agence Franam de Naples et nos amis guides interprètes de Naples et de la région de la Campanie, avons le plaisir de vous présenter la Renaissance de Pompéi. Après 2 mois de fermeture forcée pour le Covid-19, Pompéi renaît sous un nouveau jour. Pendant l'absence de touristes, la direction du parc archéologique a effectué des travaux afin d'accueillir tous les passionnés d'histoire, comme au temps du Grand Tour, quand Pompéi était déjà une étape incontournable. Nous vous attendons, nombreux, dans cette ville située au pied du Vésuve, à 30 km au sud de Naples. Vous êtes certainement prêts à retourner presque 2000 ans en arrière. Je vous invite à découvrir Pompéi, comme je l'ai fait il y a 2 ans, un matin de février, à l'ouverture. Vous êtes à Pompéi et pendant que les images défilent sous vos yeux, écoutez notre récit. L'histoire de Pompéi est liée au fleuve Sarno, à la confluence des routes de communication et à l'accès à la mer Tyrrhénienne. De nombreux peuples ont créé Pompéi, les Osques, les Étrusques, les Samnites, puis les Romains, puisque Pompéi reçut le statut de membre associé de Rome. 17 ans avant la tragédie qui ensevelit Pompéi, un tremblement de terre violent détruisit une grande partie de la ville. La reconstruction était en cours quand, après plusieurs secousses préliminaires, le 24 août 79 après Jésus-Christ, apparemment vers 12 heures, Pompéi et la grande partie de ses 10 000 habitants furent ensevelis par une éruption soudaine du Vésuve. Le bouchon de lave qui obstruait le sommet du volcan explosa sous la poussée des gaz. Des matériaux volcaniques furent projetés à une hauteur de 20 km. La chute des matériaux volcaniques, accompagnée de secousses sismiques et de violents raz de marée, atteignit son intensité maximum le lendemain. Lors de la phase terminale de l'éruption, la pluie transporta sous forme de torrents de boue une quantité énorme de matériaux qui s'étaient déposés sur les flancs du volcan. Herculanum fut recouverte par une vingtaine de mètres de boue solidifiée, produite par l'eau de la nappe phréatique qui se reversait dans la chambre magmatique du volcan. La majeure partie des victimes périrent bien avant d'être recouvertes de boue et écrasées sous les effondrements, et ce, à cause des exhalations de gaz toxiques qui se dégageaient des pierres ponces. Le Vésuve est défini comme un volcan composé, du fait que le mont est le résultat d'une accumulation de matériaux échappés au cours des éruptions précédentes. Il a une histoire éruptive caractérisée par une typologie mixte, éruption plinienne, comme celle qui a détruit Pompéi, éruption paroxystique, comme celle de 1944, éruption hawaïenne, avec les fontaines et jets de lave en 1779 et 1861, et enfin, le Vésuve a manifesté à l'intérieur de son cratère une activité typiquement strombolienne. Les fouilles de Pompéi ont commencé sous le règne de Charles III de Bourbon en 1748, puis, en 1763, la découverte d'une inscription confirma qu'il s'agissait de Pompéi. À la différence d'Herculanum, où aujourd'hui encore il s'avère particulièrement difficile de retirer la croûte très dure de boue solidifiée, à Pompéi, les couches de cendres et de lapilli ont consenti de creuser avec une grande facilité. Pompéi devint une étape obligatoire du Grand Tour d'Italie. Pompéi est célèbre aussi pour la Madone du Saint-Rosaire, vénérée par de nombreux fidèles dans le sanctuaire fondé par un avocat, un laïc, du nom de Bartolo Longo. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage dont on reconnaît l'emplacement grâce au clocher surmonté de la grande croix en bronze. L'intérieur est orné de marbre, de mosaïques et de peintures autour de l'image de la Madonna del Rosario. À Pompéi, tous les ans, avaient lieu des élections, dont on peut voir encore certaines inscriptions sur les murs de la ville. Ce sont les panneaux électoraux de l'époque. Le pourcentage de votants était presque unanime. Dans les villas que l'on peut visiter, on remarque 4 styles de décoration murale.
Le premier style, dit à incrustation, présentait du stuc poli qui imitait le marbre. Le deuxième style, architectural, a utilisé la technique de la perspective et l'on a vu l'apparition de tableaux à thème mythique, héroïque ou religieux. Le troisième style, dit égyptisant, avec des décorations pariétales et des sujets inspirés des jardins. Le quatrième style, dit ornemental, où l'ornement est parfois même excessif, et les tableaux sont inspirés de la vie quotidienne. Les Pompéiens étaient principalement des agriculteurs, et la position géographique de la ville a favorisé les échanges commerciaux. De nombreux artisans y travaillaient. On y traitait la laine. Il y avait aussi des potiers, céramistes, forgerons, marbriers, menuisiers, orfèvres et aussi les scriptores qui peignaient sur les murs les annonces publiques avec des lettres de couleur noire et rouge encore visibles. Les Pompéiens mangeaient surtout des légumes et les fruits cultivés dans les potagers des maisons. Ils mangeaient beaucoup de pain aussi. Pline l'Ancien classifia environ 1000 plantes comestibles, dont plusieurs furent reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Les Pompéiens utilisaient des systèmes de conservation aussi bien pour les légumes que pour les fruits. Dans le premier cas, les provisions d'hiver étaient créées en immergeant les produits dans la saumure ou dans le vinaigre, tandis que les fruits étaient desséchés et immergés dans le miel qui était utilisé mélangé au vin. Un assaisonnement très apprécié par les Pompéiens était le garum, une sauce obtenue par la macération dans la saumure de quelques poissons bleus avec d'autres comme le thon, et l'on ajoutait aussi leurs entrailles. Le long des rues principales, les Pompéiens pouvaient se rendre dans des auberges, des tavernes, des thermopoliums où ils pouvaient acheter des produits divers dans une seule pièce dont les comptoirs en maçonnerie étaient destinés à la vente. La largeur des rues variait de 2,50 m à 4,50 m. Elles étaient pavées par de gros blocs de pierre en lave du Vésuve, évidemment, et les trottoirs, dont la hauteur était de 30 cm en moyenne, étaient recouverts en coccioppesto, en grande partie usés par le passage des millions de visiteurs. Les passages piétons, quant à eux, sont constitués par des dalles en pierre de la même hauteur que les trottoirs. Ils permettaient ainsi de se rendre d'un côté à l'autre de la rue sans se mouiller et sans se salir, puisque les rues étaient réduites souvent à des égouts en plein air à cause de l'absence d'un système d'écoulement des eaux. Ces dalles de passage étaient placées de manière à ce que les chars puissent continuer leur course. D'ailleurs, vous le verrez, quand vous viendrez à Pompéi, les sillons laissés par les roues sont très visibles. On appelle à Pompéi Decumanus les rues principales qui se développent en direction ouest-est, tandis que l'on appelle Cardi les rues secondaires qui relient entre eux les Decumanus en direction nord-sud. L'artère principale de la ville était la rue de l'Abondance. Elle reliait la porte de Sarno avec le forum. De nombreuses boutiques s'étendent le long de cette artère, ce qui nous donne une idée claire de sa vocation commerciale dont nous avons parlé avant. Les espaces intérieurs des maisons, des domus, sont divisés en jardins. Ils avaient un rôle de premier plan dans la maison pompéienne, en suivant son évolution dans toutes ses phases. C'est le jardin, au caractère essentiellement décoratif, qui devient progressivement le centre focal de la maison, avec la création du portique à colonnes. À l'origine, l'habitation pompéienne avait un caractère unifamilial. Elle apparaissait fermée à l'extérieur et était habituellement sans étage supérieur. L'atrium était le centre autour duquel se situaient les autres pièces. La maison était éclairée par l'atrium grâce à une ouverture dans le toit, le compluvium, auquel correspondait sur le plancher l'impluvium, qui était un bassin de recueil des eaux pluviales, gardé ensuite dans le puits sous-jacent. La médecine était une science qui unissait à l'expérience un peu de crédibilité populaire. Les préparations étaient à base d'herbes, de racines et d'autres éléments d'usage courant comme le miel,
le vinaigre, le pain, l'huile et le vin. En général, les thermes étaient divisés en deux sections, masculine et féminine, avec des entrées indépendantes. Le schéma typique prévoyait une succession stricte des pièces, à partir du vestiaire, que l'on appelait apoditérium, dans lequel on déposait les vêtements dans des armoires en bois. Puis on passait au frigidarium, destiné au bain froid. Suivait ensuite le tépidarium, chauffé à une température tiède par des brasiers, qui servait de préparation au bain chaud. Enfin, on accédait au calidarium avec la baignoire pour le bain chaud, dans laquelle se trouvait le labrum, une baignoire d'eau froide pour se rafraîchir. Les locaux étaient chauffés par le biais de la diffusion d'air chaud à travers un interstice des parois tirées des tuiles et, sous le plancher, soulevé par des petits piliers en terre cuite. Dans les pièces adjacentes, les chaudières pourvoyaient à la production de l'air et de l'eau nécessaires. Nous vous faisons un petit résumé des domus les plus importantes à découvrir à Pompéi, que vous voyez défiler sous vos yeux. La porte marine représentait l'entrée de Pompéi pour qui provenait de la zone portuaire. Le temple de Vénus, le temple d'Apollon, la basilique sont situés autour de l'immense forum qui était la place principale de Pompéi, qui était destinée exclusivement aux piétons. Il était le centre de la vie urbaine où se concentraient les principales fonctions civiles, religieuses et commerciales. C'est ici que se croisaient les rues principales et que l'on accédait aux édifices les plus importants. La place s'étend de nord à sud et mesure 142 mètres par 38 mètres. La maison du Faune, avec ses 3000 mètres carrés, est l'une des maisons les plus grandes et les plus luxueuses de Pompéi. Son nom dérive de la petite statue en bronze du Faune dansant qui décorait l'impluvium de l'atrium toscan. Cette maison présente 2 atriums, 2 péristyles, 4 tricliniums et de petits thermes. On y trouve l'atrium toscan qui est reconnaissable par le salut Ave écrit en mosaïque sur le trottoir. La maison de la petite fontaine est très jolie aussi, ainsi que la maison de Julia Félix. On qualifie cette maison de villa, car elle se situe sur un terrain qui correspond à 2 insulas, occupés par le bâtiment et le reste est destiné à un potager. Après le tremblement de terre de l'an 62, Madame Julia Félix, fille de Spurius, décida d'en louer une partie. Elle ouvrit aussi des bains privés au public, car en ville, seule une partie des thermes fonctionnait. La maison du poète tragique possède une mosaïque qui représente un chien menaçant affichant l'inscription Cave Canem, le célèbre avertissement « Attention aux chiens ». Voici l'entrée de cette habitation moyenne de style impérial qui s'élève en face des thermes du forum. La maison de Pacius Proculus. Le propriétaire était le boulanger Pacius Proculus qui devint duoviro de Pompéi. Il était l'un des citoyens les plus influents de la ville. En accédant par l'entrée principale, on trouve l'une des scènes les plus célèbres de toute la mosaïque. Un chien qui, attaché à une chaîne et couché près d'une porte entrebâillée, surveille l'entrée de sa maison selon une coutume habituelle à l'époque impériale. La maison des amants chastes, toute l'insula abrite plusieurs habitations, une boulangerie avec 4 meules à grains et un four, ainsi qu'une étable à l'intérieur de laquelle ont été retrouvés les restes des mulets utilisés pour le transport des meules nécessaires à la production du pain. La maison prend son nom de la décoration d'un triclinum dont les sujets des tableaux sont des banquets qui se déroulent à différentes périodes de l'année. Le principal est celui qui représente un banquet estival avec l'échange d'un baiser chaste entre 2 amants. La Villa des Mystères est très célèbre. Elle doit sa notoriété à son extraordinaire mégalographie, pratiquement une séquence de photographies représentant des scènes de théâtre. Peinte sur les parois du triclinium, le célèbre triclinium des mystères. Il est situé sur un cryptoportique à 3 côtés et il est inspiré à un modèle hellénistique. Le mystère de la peinture, qui mesure 17 mètres de long sur 3 mètres de haut, réside tout d'abord dans son interprétation.
Parmi les différentes hypothèses, celle qui estime que les tableaux picturaux de la composition illustrent les phases du rituel d'initiation d'une jeune femme, peut-être une jeune mariée, au mystère de Dionysos. La maison des Amours dorés a appartenu au riche Jean Popéia, peut-être la famille de la deuxième épouse de Néron. On a trouvé, encaissés dans l'enduit, de petits disques en verre qui portaient à l'arrière une feuille d'or où étaient gravés les amours qui auraient donné le nom à la maison. La maison de Cecilio Giocondo a appartenu au banquier de Pompéi, dont on a récupéré toutes les archives composées de 154 tablettes cirées qui sont des contrats de vente de terrains, d'animaux ou d'esclaves, mais aussi de quittances de paiement des impôts coloniaux dont Cecilio Giocondo était le percepteur. La maison des Veti. Dans cette habitation luxueuse, qui était la propriété de riches commerçants pompéiens, les fouilles ont restitué les peintures de quatrième style avec des tableaux figurés exécutés après le tremblement de terre de l'an 62. Les frères Aolo Vecchio Restituto et Aolo Vecchio Conviva firent décorer les parois par l'une des meilleures boutiques de peintres. L'atrium est décoré de scènes qui représentent des sacrifices, des tableaux de chasse et des petits amours. Les pièces qui se suivent à gauche de l'entrée sont décorées avec des sujets mythologiques. La boulangerie de Modestus est l'une des 31 de la ville, y compris les pâtisseries. La boulangerie présente le four, un magasin à blé et à gauche un local pour le pain déjà cuit. À cet endroit ont été retrouvés 81 pains ronds carbonisés, divisés en 8 quartiers et prêts à être vendus. Le lupanar était le bordel officiel de la Pompéi commerciale, ville fréquentée quotidiennement par de nombreux clients, surtout des commerçants provenant d'autres localités. Au total, les lupanars seraient au nombre de 25 à Pompéi, et ils étaient situés à l'étage supérieur de tavernes ou de maisons. Ce lupanar était doté de 10 lits en maçonnerie, couverts par des matelas, répartis en autant de cellules. 5 se trouvaient au rez-de-chaussée, tandis que les plus spacieux étaient au premier étage auquel on accédait par une entrée indépendante par le biais d'un escalier en bois. Le long de la rue de l'Abondance s'élèvent les thermes stabiens, les thermes les plus anciens de la ville, que l'on peut dater d'après la structure générale du IIe siècle avant Jésus-Christ. Sur une superficie de plus de 3500 m², on disposait aussi d'une vaste cour utilisée comme gymnase. Les services thermaux se développaient sur le long côté du péristyle. Le forum triangulaire, quant à lui, est situé sur le promontoire de la colline pompéienne et présente un goût hellénistique, avec son portique composé de 95 colonnes. Le temple dorique était dédié à Hercule, auquel vint s'ajouter par la suite le culte de Minerve. Le grand théâtre, bien qu'étant le seul théâtre de Pompéi, est appelé ainsi pour le distinguer de l'Odéon. Il a une structure grecque et les gradins sont posés sur une pente naturelle et l'orchestre a une forme de fer à cheval. Le théâtre pouvait contenir environ 5000 personnes, réparties sur 3 rangées de places divisées par des couloirs. Au sommet des gradins, des anneaux en pierre étaient insérés pour soutenir des poteaux auxquels on fixait une bâche qui couvrait le théâtre pour protéger les spectateurs des rayons du soleil. La caserne des gladiateurs est caractérisée par le portique à 4 arcades composé de 74 colonnes doriques qui est situé derrière le théâtre et pendant les dernières années de Pompéi, cette caserne devint le siège de l'organisation des gladiateurs qui s'exhibaient dans la ville. L'Odéon, ce petit théâtre couvert, était destiné à la musique et à la déclamation des vers. Parlons maintenant de la Faulonica de Stéphanus. Il est le seul à Pompéi destiné dès sa construction à la blanchisserie et à la teinturerie. La teinturerie, on l'appelle Faulonica. Il était au service de plusieurs laboratoires actifs dans la production de la laine, des tissus et des confections. À travers une grande entrée, où à gauche se trouvait la presse pour plier les tissus, on accède à l'atrium à couverture plane, utilisé comme terrasse pour étendre le linge à sécher. Dans l'atrium, un grand bassin avec des parapets était utilisé pour le lavage des tissus plus délicats.
Dans le péristyle, à l'arrière, 3 baignoires en maçonnerie étaient communicantes. Sur les côtés se trouvent 5 bassins où l'on pressait les tissus avec les pieds. On a retrouvé aussi quelques récipients qui contenaient de l'urine humaine utilisée pour traiter les tissus. On conservait aussi l'urine dans des amphores en terre cuite cachées près des foulonicas. La définition du mot amphithéâtre est espace destiné aux spectateurs qui courent autour de l'arène, tout simplement appelé édifice des spectacles sur l'inscription qui en rappelle la construction. Il est considéré le plus ancien au monde. Sur 3 rangées de places, il accueillait environ 20 000 personnes qui assistaient à des spectacles sanglants donnés par des gladiateurs et des animaux féroces. Nous terminons notre visite par une rétrospective d'une exposition superbe qui a eu lieu il y a quelques années, Pompéi et les Grecs. L'agence Franam de Naples, les guides interprètes de Naples et de la région de la Campanie, ainsi que moi-même et que toute mon équipe, nous espérons vraiment avoir le plaisir de vous accueillir très très prochainement à Naples et dans toute notre superbe région. Nous espérons que ce petit voyage à Pompéi vous aura plu. Nous vous invitons à prendre bien soin de vous et nous vous disons à très bientôt. Arrivederci e benvenuti a Pompei.